FO obtient par la grève la loi sur les conventions collectives en 1950. Force ouvrière avait à peine 2 ans. Elle lançait seule la grève le 25 novembre 1949 pour la libération des salaires dans le cadre des conventions collectives nationales établies par branche industrielle avec un minimum garanti. Quelques mois après, le 11 février 1950, était promulguée la loi des conventions collectives, de l'affirmation de l'indépendance syndicale à l'action par la grève, puis à la concrétisation par la loi sur la liberté du contrat collectif. C'est presque tout un siècle de l'histoire du syndicalisme ouvrier qui s'est déroulé comme un mouvement accéléré. Le film des événements de la grève lancée par FO en novembre 1949 pour les conventions collectives à la loi de février 1950 sur la liberté de négocier. Créées après la Première Guerre mondiale, les conventions collectives sont restées très longtemps marginales. Face à un patronat naturellement enclin à considérer que tout accord porte atteinte à la liberté du travail, la loi du 25 mars 1919 se contente de fixer un cadre très général. Les conventions collectives sont tout au plus un contrat fixant des obligations réciproques des parties. On ne pouvait être moins contraignant. Le résultat, elles ont rapidement dépéri et ne couvrent que 4% des salariés en 1934. Il faut attendre le Front populaire et les accords de Matignon en juin 1936 pour que le cadre légal se précise. Le nouveau texte législatif définit une procédure d'extension permettant au ministère du Travail de passer éventuellement outre aux possibles résistances patronales et syndicales. Les conventions étendues s'appliquent alors à tous les salariés d'une même branche d'activité, au niveau national ou au niveau local. Les accords collectifs se multiplient. 4500 sont signés dans les 12 mois qui suivent les grèves de 1936. Le contenu de ces conventions collectives est très varié et reflète les rapports de force. Ainsi, les salariés dans la métallurgie parisienne augmentent de 22%, tandis que ceux des houillères de 13,5% seulement. Vous imaginez un petit peu, mes camarades, par rapport à aujourd'hui. Les pourcentages n'ont aucune commune mesure avec ce qui était négocié à ces époques. Après la Seconde Guerre mondiale, les communistes sont au gouvernement et placent leurs militants au poste clé de la CGT. La subordination de la démarche du syndicat aux intérêts du PCF et l'alignement de ces derniers sur ceux de Moscou engendrent des tensions de plus en plus vives avec ceux qui, au sein de la Confédération, restent fidèles au principe de l'indépendance syndicale. Opposition exacerbée, alors que le PCF s'engage dans la bataille de la production, au nom de la reconstruction nationale, c'est l'époque des slogans « Il faut gagner la bataille de la production ». La grève, c'est l'arme des trusts. Une nouvelle loi sur les conventions collectives a été votée le 23 décembre 1946. Elle marque un véritable coup de barre interventionniste. Le texte subordonne obligatoirement l'entrée en vigueur de la convention collective à l'agrément du ministère du Travail et impose des accords de branche au niveau national, réduisant quasiment à néant les conventions collectives régionales et locales. Et surtout, les salaires sont soustraits à la compétence de la libre négociation patronat-syndicat. Les négociations collectives se retrouvent au point mort de 1947 à 1950. Face aux problèmes de ravitaillement et à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat des travailleurs s'effondre. Cependant, les possibilités d'une bataille syndicale existent, comme le montre par exemple la grève de 1947 chez Renault, soutenue par les membres de la CGT et qui refuse l'emprise du Parti communiste. À la toute jeune Confédération Force ouvrière, il devient alors évident qu'il faut absolument relancer les négociations. Pour Léon Jouot et Robert Botteron, le rétablissement des contrats collectifs librement négociés devient la priorité. Il réaffirme avec force le principe énoncé
avant la guerre, selon lequel les conventions collectives soustraient la classe ouvrière à la dépendance abusive et arbitraire patronale. Pour obtenir satisfaction, EFO lance la grève interprofessionnelle du 25 novembre 1949. Face au succès de cette journée, le pouvoir cède. Peut-être répétons-nous l'histoire.